Alors, Jeux interdits est un film mythique, on peut dire que c'est peut-être un des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma français. Un film à la fois très connu et mal aimé, puisque finalement il s'est un peu encrouté sous diverses réputations. Film sur la guerre, alors que ça n'est pas que ça. Mélodrame à cause de la musique, hein, qui peut passer pour larmoyante alors qu'elle ne l'est pas tant que ça. Film grand public, comme ça, jouant sur l'innocence des enfants. Alors qu'on ne peut vraiment pas dire que les enfants soient innocents dans ce film, c'est vraiment leur dernière qualité. Son histoire est complexe d'abord, car René Clément, qui était un cinéaste brillantissime, hein, sans doute un des plus brillants de sa génération, qui avait débuté en 1946 avec un long métrage sur la résistance, la bataille du Rail, se retrouve vers la fin des années 40 un peu dans une réflexion sur la voie qu'il doit prendre. C'est un cinéaste qui n'aime pas se répéter, qui aime expérimenter, qui le fera jusqu'au bout d'ailleurs, et qui aime changer de genre à chaque film. Alors, il y a toujours quand même cette vision un peu double de Clément qui aime montrer les à-côté de l'histoire, des petits personnages à côté de la grande histoire, qui sont restés sur le bord de la route, au bord du trottoir, en marge d'une catastrophe qui se passe sans eux, sans trop comprendre ce qui se passe, l'événement est indéchiffrable, et qui en même temps vont quand même jouer leur petite partition dissonante et ironique. En l'occurrence, ça va être les enfants. Et ça, c'est le coup de génie de Clément que d'avoir trouvé ce sujet. Alors ce sujet lui est arrivé par des moyens un peu complexes, puisque c'est pas très clair d'ailleurs, puisqu'il dira plus tard avoir reçu un tapuscrit d'un scénario écrit par un certain François Boyer, qui s'appelait Croix en bois, croix en fer, et qui lui proposait l'histoire de ses deux enfants, un enfant de la campagne et une petite fille de la ville, qui se retrouve orpheline, puisqu'elle a perdu ses parents dans un bombardement au cours de l'Exode. Elle se réfugie dans une ferme. Et là, une sorte d'idylle un peu ambiguë va se nouer entre les deux enfants autour de l'obsession de récupérer les croix du cimetière, avec lesquelles on va enterrer les animaux, comme pour une sorte de rite un peu magique qui va permettre de transcender les horreurs de la guerre. Le sujet paraissait noir, paraissait morbide, cette vision des enfants paraissait cruelle et macabre. Donc il a toutes les peines du monde à trouver un producteur. Il finit par trouver quand même Robert Dorfman, qui était un producteur flambeur, qui était un joueur, qui était un homme qui jouait grand jeu dans les casinos, et qui va faire une sorte de coup de poker sur ce film. Mais au départ, ça ne devait pas être un long métrage, hein, ça devait être un film à sketch, avec 3 sketchs qui se seraient appelés Jeux interdits. On réalise donc le sketch, et je vous raconterai plus tard le casting très spécial du film, et pour cause. Ça se passe très mal pour Robert Dorfman, qui accumule les dettes. Il y a un moment, il arrive en cessation de paiement. On arrive à peine à continuer le tournage du film, qui devait durer à peu près 40 minutes. Dorfman s'aperçoit que ça lui coûterait moins cher de gonfler l'histoire que de faire les autres sketchs. Donc il va arriver cette chose extraordinaire, qui était déjà arrivée sur la bataille du Rail, notez bien, puisque la bataille du Rail, c'était déjà une commande officielle des cheminots résistants, qui avait été gonflée ensuite, tellement on avait trouvé le résultat excellent, et on avait demandé de faire un film de long métrage, alors qu'au départ, ça devait n'être qu'un court métrage. Le même phénomène se reproduit pour Jeux interdits, et René Clément va se retrouver 6 mois après, à peu près, hein, puisque le film il a dû être terminé à la fin 51, et donc il se retrouve à filmer avec des acteurs qui avaient grandi, hein, parce que rien ne grandit plus vite que des enfants, donc la gamine avait pris 6 centimètres, et les extérieurs étaient enneigés. Donc il a fallu, Paul Bertrand, qui était un grand décorateur, a dû reconstituer, au studio de Neuilly, si je ne me trompe, des extérieurs qui avaient été tournés dans les Hautes-Alpes, et par des astuces de montage absolument miraculeuses, inouïes hein, quand on y pense, Clément est arrivé à faire la blague et à donner l'illusion que tout ça se tenait parfaitement. Donc le film sort à peu près en avril 52, et il fait un bide total. Personne n'a envie de voir cette histoire, voilà, on ne comprend pas du tout pourquoi Clément s'est intéressé à ça. D'ailleurs, il dira lui-même que chaque fois qu'il parlait de l'histoire des Jeux interdits, on le traitait de fou, on passait à un autre sujet, on se disait, qu'est-ce que c'est que quel intérêt de raconter cette histoire? Je ne sais même pas si le film est sorti en province. Refusé à Cannes. Donc, donc ça, c'est vraiment le coup de pied de l'âne. C'est le cas de le dire s'agissant de ce film. Et une projection est quand même organisée. Il n'y avait pas la caserne des réalisateurs à l'époque, mais on organisait quand même des projections, sinon clandestines, du moins parallèles, et on organise sur la Croisette une projection de Jeux interdits le matin à la sauvette, mais enfin, quand même, bon, il est montré, et là c'est vraiment un tollé sur la Croisette, parce qu'on remet même en question l'autorité du comité de sélection et même du jury de Cannes en disant comment se fait-il qu'un tel film n'ait pas été sélectionné. Qu'à cela ne tienne, le film, après avoir passé par ce succès d'estime et de scandale, va être consacré
par le Festival de Venise, où il va obtenir, en septembre 1952, un Lion d'Or avec le prix d'interprétation pour sa jeune vedette, Brigitte Fossé. Et dès lors, ce sera le début du succès international que l'on sait, servi à la fois par l'extraordinaire éclosion de cette petite comédienne de 5 ans, par la force incroyable du sujet, à si peu d'années de la guerre, et par la beauté très simple de la musique de Narciso Yepes. Alors 2 mots à dire peut-être sur ces 2 aspects. La musique d'abord. J'ai dit la musique de Narciso Yepes, en fait la musique n'est pas du tout de Narciso Yepes. La musique, René Clément connaissait bien la musique, il l'a pratiquée. Il était pour cela aussi très inspiré par sa première épouse, Bella, qui a eu une grande influence artistique sur ses premières œuvres. Et qui, voilà, et avec elle, il cherche un peu des morceaux. Il dit lui-même, pour un film comme ça, avec des enfants, on ne peut pas avoir des orchestres, on ne peut pas avoir une sorte d'architecture d'instruments, comme ça, c'est pas possible, des grandes orgues. Je vois de la corde pincée. Donc il écoute de la guitare, il est très attiré par la guitare, mais il n'a pas les moyens. Et je rappelle que le film était fauché. Il n'a pas les moyens de se payer un grand guitariste ou un grand compositeur. Donc on va voir Narciso Yepes, qui n'était pas si connu à cette époque et qui n'était qu'un interprète. René Clément avait déjà son idée derrière la tête, puisqu'il avait repéré des airs du XVIIe siècle, si je ne me trompe, et c'est Narciso Yepes, après moult écoutes. Alors Narciso Yepes est quelqu'un de très consciencieux, très rigoureux, qui, je pense, a eu besoin de s'imprégner des rythmes du film et les a admirablement compris, puisque après avoir vu le film une trentaine de fois, pas moins, le film évidemment sans musique, il va proposer à René Clément un certain nombre de thèmes, dont un vieux thème du XVIe siècle, mais qui était beaucoup plus rapide. Et c'est Clément, avec Bella, qui va le ralentir, lui donner ce rythme mineur et cette tonalité mélancolique que l'on connaît et qui va scander merveilleusement les étapes du film. Une musique, comme dit très bien Narciso Yepes, non pas une musique de fond, mais une musique de dialogue. Deuxième coup de génie, car c'était déjà un coup de génie d'avoir choisi cette musique et de l'avoir imposée, c'était pas du tout le style de la musique de cinéma français de l'époque. Deuxième coup de génie, le choix de Brigitte Fossé. Il va convoquer un casting à Nice, en se disant les gens sont en vacances, donc on avait été chercher Poujouli en colonie de vacances dans la région parisienne, et puis on voulait une petite parisienne, donc là on va aller chercher sur la Côte d'Azur en se disant c'est là que sont les bourgeois parisiens. Il se trouve qu'à ce moment-là, en effet, résidait la famille de Brigitte Fossé sur la Riviera. Ils étaient de Tourcoing. C'est une famille qui ressemble, semble-t-il, un peu à celle de Vous ne l'emporterez pas avec vous de Frank Capra, c'est-à-dire une famille de bourgeois bohèmes, comme on dirait aujourd'hui, complètement excités. Une tante surtout fantasque, une mère un peu plus sérieuse. Et ce sont des grandes discussions dans la famille entre la mère et la tante. Et elles vont donc à cet hôtel de Nice où René Clément et son épouse Bella avaient convié un certain nombre de postulantes. L'examen consistait à demander aux enfants de dire une histoire, qui était en fait l'histoire du film. René Clément avait dans l'idée de prendre une fille qui est plutôt 11 ou 12 ans. Il se disait que ce serait plus facile à diriger. Donc on voit là un certain nombre de ces gamines qui disent leur texte de manière plus ou moins naturelle, mais il n'a pas ce qu'il veut, car je crois que ce qui est vraiment la marque de fabrique de Clément, qui est un cinéaste de fiction s'il en est, et un grand géomètre de l'image, un grand monteur, un grand constructeur de récits, mais en même temps c'est quelqu'un qui a envie de piéger le réel et de donner à sa fiction l'apparence d'un documentaire. Il attend donc quelque chose dans ce casting qui ne vient pas, et tout d'un coup il y a une petite fille qui le tire par la manche, alors il se baisse, et c'est Brigitte Fossé qu'on avait habillée d'une espèce de body avec des feuilles de vigne, ça s'invente pas, et qui lui dit, ben voilà, monsieur, je suis là, ça m'intéresse, etc. Et il dit, mais enfin, t'es beaucoup trop petite, c'est pas possible. Et là, Bella, qui trônait, qui était une sorte d'Elvira Popesco, de grande duchesse slave, extrêmement autoritaire, et qui décidait de tout sur bien des aspects de la carrière de Clément. Il faut rappeler que c'est elle qui lui inspira le fait de choisir Alain Delon plutôt que Maurice René pour jouer le rôle de Ripley dans Plein Soleil. Elle lui dit, René, écoute la petite, assieds-la. Elle a tout de suite vu ce qu'il y avait à faire. Donc, Clément, qui avait un côté, c'est très curieux, qui avait un côté homme soumis, alors que c'était en même temps un directeur d'acteurs terroriste, il écoute la petite, enfin il l'assied d'abord, il lui dit, il s'occupe un peu des autres, et puis au bout d'un moment il l'oublie, la petite le tire par la manche, il revient vers elle, il lui fait apprendre son texte, et là où toutes les autres l'avaient dit de manière apprêtée, elle le dit avec une fraîcheur miraculeuse et un naturel total.
Et à partir de ce moment-là, c'est une espèce d'histoire d'amour qui se crée entre cet homme qui n'aimait pas spécialement les enfants, qui n'en a jamais eu, qui ne voulait surtout pas en avoir, mais qui avait besoin d'une enfant star pour ce film qui reposait entièrement sur ses épaules. En tout cas, cette présence de cette gamine extraordinairement naturelle et sensible va faire beaucoup pour le succès du film. Qu'est-ce qui peut expliquer en même temps, au-delà de ces 2 aspects importants, l'extraordinaire audience du film en son temps et en même temps, le fait qu'il n'ait pas pris une ride, me semble-t-il, et qu'il reste aujourd'hui un film qui touche tout le monde? Pour la première fois, la guerre était traitée, sans pathos. C'était pas l'objet d'un film héroïque, mais au fond, de créer une sorte de projection subjective du spectateur dans le film, qui permettait très fortement l'identification des spectateurs de 1952, qui avaient connu cette période et qui la revivaient au fur et à mesure de la projection. Et tout d'un coup, ce sont ces enfants qui portent une charge historique trop grande pour eux et qu'ils déplacent sur le terrain du mythe. Une sorte de jeu amoureux entre l'enfance et la mort qui ouvre le spectre et qui nous permet de dépasser un simple regard forcément bloqué sur l'histoire.